Bonjour et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars, par des gars, pour tout le monde. Cette semaine, on parle de thirst trap et de sexualisation sur les réseaux sociaux. Cette semaine, en plus de parler de ça, notre projet coup de cœur, c'est définitivement l'acolyte sur le site d'Eros et compagnie. Ce jouet-là, c'est un jouet pour couple, ou du moins un jouet avec une partenaire. C'est vraiment le fun, c'est un cock ring pimpé. T'as une vibration ici ainsi qu'ici, donc à l'intérieur, à l'extérieur, ainsi qu'à l'intérieur, pour pouvoir stimuler complètement ta partenaire, en plus de t'offrir les avantages de cock ring. Donc, tu vas être jonché de sang, tu vas être bandé comme jamais, mais tu vas aussi être capable de retenir ton orgasme plus longtemps. Donc, l'acolyte, avec comme 10 modes de vibration, ça n'a pas de bon sens, honnêtement. Tu vas, la sexualité, ça va être rendu facile pour toi maintenant avec ça. Honnêtement, je le recommande à tout le monde. Couille 15 sur le site d'Eros et compagnie pour l'acolyte. Sur ce, on va commencer l'épisode. Donc, cette semaine, comme élaboré déjà plus tôt, on parle de sexualisation et de thirst trap. Yes. On a le privilège d'être en entrevue avec un ancien créateur de thirst trap. Je parle de Donian. Alors, peux-tu me parler, c'était comment faire des thirst trap? Puis, quelle était la réception de ça? Ben, c'est pas le... Contrairement à ce que du monde peut penser que genre les personnes qui font des thirst traps, ils ont confiance en eux, puis comme ils se trouvent beaux et tout. C'est pas le moment de ma vie où que j'ai eu le plus de confiance quand je faisais ça. C'était même au contraire une manière de chercher la validation chez les filles, parce que ça me manquait énormément. Puis c'était à ça que j'associais ma valeur, et ainsi de suite. Puis ça a duré. En fait, c'est pas la grosse histoire, là. J'étais pas une thirst trap star, mais pendant comme 2 mois, j'en faisais, puis j'avais des commentaires, tu sais, puis ça boostait mon ego, mais pas ma confiance. C'est 2 trucs séparés. Ben, parce que je trouve la confiance en soi, ça vient avec, genre, la valeur, ta valeur personnelle, que tu t'associes, alors que l'ego, c'est juste l'opinion des autres puis que tu te sens supérieur aux autres. Fait que ça boostait mon ego, mais ma valeur descendait parce que je trouvais que ma seule valeur, c'est le physique. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Puis ça a mal fini. C'était pendant cette période-là que aussi j'avais une relation, ma première relation en fait, puis ben ça s'est fini à cause de ça. À cause de cette... Peux-tu m'en dire plus? J'aimerais pas aller plus profond là-dedans. Okay. J'ai une question pour toi. Ouais. Quand tu filais tout croche, ou admettons t'avais une bad day, est-ce que tu faisais un thirst trap juste pour avoir la réaction du monde? Est-ce que ça devenait comme compensatoire pour ton ego ou ta confiance qui était plus basse à certains moments? Ça devient compensatoire quand j'étais insécure dans ma relation, mettons. Okay. Et je cherchais la validation des autres filles pour me dire, genre, pour me remonter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sain du tout. Puis ça, c'était il y a 2 ans, by the way, là. Depuis, j'ai changé le contenu que je fais énormément parce que je trouve que c'est pas du tout, fulfilling. Comment? C'est accomplissant. Exactement. Pas du tout. Ouais. Contrairement à que tu fais du contenu pour aider les gens puis tout. Fait que, ouais, c'est vraiment un manque de confiance, je trouve, qui amène les gens à avoir envie de faire des thirst traps. Pas que tout le monde qui en fait est insécure, mais je trouve que c'est difficile de rentrer dans le milieu des thirst traps et juste faire du contenu pour attirer les gens physiquement et de pas commencer à te comparer aux autres. Ça c'était parce que tu sais, je m'inspirais des autres gars qui faisaient des thirst traps pour trouver les thirst traps que moi je vais faire, des trends, des sons. Donc ça à long terme, me comparer constamment à d'autres gars qui sont considérés comme beaux, puis voir leurs commentaires, puis être comme pourquoi eux ils ont plus de commentaires que moi, genre ça commence à être extrêmement malsain. Admettons, moi j'ai le goût. J'ai le goût de faire des thirst traps. Okay. C'est quoi ton top 3 des trucs à faire pour être un thirst trap god? Pour être un dieu de la thirst trap? Wow. Ben, first of all, shirtless, clairement. Faut que t'enlèves ton chandail. OK. Obviously. Puis, je dirais la confiance. Ça vient avec, genre, quand t'as l'air confiant ou même rendu arrogant dans les thirst traps, genre, c'est ça qui fait l'attirance.
C'est ce que j'ai remarqué. Les gars qui sont vraiment, genre, tu le vois, qui ont confiance en eux physiquement, là, que ça devient quasiment arrogant. Le troisième conseil pourrait, je sais pas. Je peux pas. Porter des jogging gris. Ça pourrait. Ça pourrait, oui. Ben, en fait, si tu veux vraiment, s'il y a quelqu'un qui écoute qui veut vraiment faire des thirst traps, ben, check les commentaires des filles, check ce qu'ils aiment, ben, tu reproduis exactement ça. Mais tu vas rentrer dans une spirale de juste comme, de plus en plus d'insécurité, puis tu cherches la validation. Fait que je conseille pas, mais ce serait ça des conseils. Un autre sujet qu'on veut aborder dans cet épisode-ci, c'est aussi la sexualisation sur les réseaux sociaux. Puis quand je repensais à mes premiers contacts avec la sexualisation sur les réseaux sociaux, moi, c'était vraiment toute l'ère Kim Kardashian puis Nicki Minaj qui sont arrivés avec le vidéoclip d'Anaconda. Ah, wow. Ça, on s'en rappelle, ouais. Je me rappelle de ce vidéoclip-là, d'avoir écouté dans une chambre d'hôtel à Cuba. J'étais remonté dans ma chambre tout seul juste pour regarder ça. J'avais l'impression de regarder de la porn. C'était ridicule. Je me disais, mais c'est de la musique, mais comment ça se fait que je suis bandé? Mais bon, c'est l'hypersexualisation. Puis maintenant, c'est comme fucked up de voir l'évolution que ça a mené à maintenant. C'était des super vedettes avant qui étaient ultra sexualisées. Puis là, maintenant, c'est des individus à travers TikTok qui le sont. Ouais, absolument. Et je connais du monde qui font ça pour promouvoir un autre projet qu'ils ont. Par exemple, des chanteuses qui savent qu'ils vont attirer plus d'attention rapidement si ils font des thirst traps que s'ils vont juste chanter. Parce que c'est ça l'affaire. Pourquoi est-ce que les vidéoclips, il y avait ça? Pourquoi est-ce que... C'est parce que ça vend, genre, ça catch l'attention. Puis, je veux dire, si tu fais pas attention, tu scrolls sur TikTok, là, tu vois la vidéo d'une fille qui danse, mettons, en bikini, whatever. T'es comme, Fait que là, automatiquement, tu regardes un peu plus longtemps. Puis l'algorithme, il prend ce watch time-là, il prend le temps de visionnement. Fait qu'il va te mettre de plus en plus de vidéos comme ça. Fait que parce qu'ils savent que, genre, c'est naturel et normal comme tu vois ça, t'es comme, parce que comme t'es attiré, right? Puis ils savent que les vues vont monter plus rapidement. Puis je me dis, j'avais 13 ans quand j'ai vu ça. Ça m'a un peu impacté, mais pas tant que ça non plus. J'avais déjà eu des contacts avec la porn. C'est juste, je voyais la tendance de, OK, les corps se dirigent vers ça. On commence à faire un culte des fesses, clairement. Mais ça me rend mal à l'aise quand je m'imagine quelqu'un qui a comme 7 ans, qui a juste grandi avec cette culture-là de la représentation de soi, l'excitation des autres. En fait, se flatter l'ego par l'excitation qu'on provoque chez quelqu'un d'autre, c'est vraiment bizarre. On s'entend que aucun enfant devrait être exposé à ça, ou aucun enfant devrait voir ces personnes-là comme un modèle. J'ai l'impression, du moins, ça m'apparaît pas comme quelque chose de sain. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, après, je me questionne, est-ce que c'est... Comment expliquer? C'est quoi qui amène la sexualisation contrairement au fait que si c'est juste une femme qui se montre, comme avec pas beaucoup de vêtements, mettons. C'est quoi qui amène... Je sais pas comment expliquer. Parce que, mettons, il y a de la photographie, que c'est des femmes nues, mais ça pourrait être de l'art. C'est quoi qui amène la sexualisation à ça? C'est actually, je viens d'y penser, c'est par curiosité. C'est quoi qui différencie? Ouais. Ben... Je pense que c'est le regard du public par rapport à ça. Tu sais, mettons, des scènes d'art érotique, ça existerait. Ça existe. Mais quand on regarde un vidéoclip sexy, on considère pas ça comme de l'art érotique. Peut-être parce que, bon, c'est peut-être aussi parce qu'on est sur le point de tomber dans une grosse phase de décadence, dans le but à la recherche du beau constamment, le plus beau possible, qui nous pousserait à faire, mettons, des scènes d'art érotique pour la beauté de ce que ça représente, la beauté visuelle de ce que c'est. On est dans une ère qui est tellement axée sur le physique, dans le visuel, que c'est sûr qu'on va revenir un peu comme dans les années des Great Gatsby, qui est des années de décadence, de beaucoup de flafla, dans l'extrême opulence. Puis je trouve que c'est une tendance qui est malheureusement un peu vide. C'est ça la conclusion qu'on a tirée des années de décadence, c'est que c'est un peu vide. Il y a pas de substance. Tout est fait pour le beau, le paraître. Puis ça mène à même pas se demander, OK, qu'est-ce que je provoque comme émotion chez quelqu'un à part de l'adoration pour la beauté en elle-même. Mais c'est ce qui vend dans le marketing. C'est ça l'affaire. Parce que les humains
on porte naturellement attention en premier à tout ce qui est physique. C'est notre premier jugement qu'on porte. Fait qu'ils savent que c'est ça qui va vendre, genre. C'est les belles images, c'est ça qui attire ton attention dès le début. Fait que tu commences avec une belle image, puis après, t'amènes un message que tu veux passer. Est-ce qu'on est attiré par la sexualité ou est-ce qu'on est attiré par ce qui est choquant? Les deux. Moi, je pense qu'on est plus attiré par ce qui est choquant. Parce que une bonne publicité qui va être choquante, tu vas pas être capable d'enlever tes yeux de ça. Anyway, là, c'est moi qui est en train de divaguer parce que j'étudie en communication depuis maintenant un mois. Donc, j'ai conscience des mouvements et de ces informations. Moi, quelque chose qui m'a vraiment mindfucké, c'était le contenu TikTok de filles. J'avais vu ça. C'était une fille qui disait, quand je dis, tu y vas trop fort, et mon partenaire me répond, t'es capable de le prendre. Et là, la fille faisait un geste évidemment sexuel et représentant son adoration de ce genre de comportement, qui, honnêtement, pour l'avoir essayé, ce n'est pas un succès. Ça marche pas très bien. C'est plus, voyons, tabarnak, pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu t'arrêtes pas quand je te dis que ça fait mal? J'ai l'impression que ça pousse à des comportements, puis ça nous met dans notre propre petite bulle de qu'est-ce qu'on doit faire dans la sexualité, qu'est-ce qui est manly. J'ai l'impression que ça renforce des comportements qui sont peut-être dangereux ou problématiques. Ouais. Oui, je suis d'accord. Puis, mais d'un autre côté, il y a des filles qui vont actually être d'accord avec ça puis qui aiment ça jusqu'à temps que, bien sûr, ils disent ça fait actually mal puis je veux que t'arrêtes, là. Mais, mettons, comme cette domination-là, c'est genre de s'imposer, ben, il y a des filles qui aiment ça pour vrai. Oui. Fait que c'est là que c'est important de communiquer avec ta partenaire à toi. Parce qu'après, si tu te bases sur ce que ces filles-là aiment, ben, tu peux pas généraliser sur toutes les filles, mais c'est difficile. Parce que, mettons, tu regardes dans la For You page, puis tu commences, mettons, tu vois cette vidéo-là, tu la regardes encore une fois longtemps, puis là, TikTok te met d'autres vidéos comme ça. Puis là, tu penses que la sexualité au complet, c'est ça, un peu comme la porn. Le gars dominant la fille. Mais si tu vas à un autre côté de TikTok, t'as aussi les filles qui aiment dominer le gars, mettons. Puis moi, ça, j'étais choqué quand j'ai appris ça. Parce que moi, tu sais, quand j'ai grandi avec la porn, je pensais que toutes les filles aimaient se faire dominer, tous les gars aiment dominer. Fait que là, c'est un peu TikTok aussi qui m'a permis de voir cet autre côté. Parce que dans ma vie, tous les jours, j'ai pas parlé avec des filles qui me disaient, mettons, qu'eux, ils aimaient ça dominer. Ben, en fait, c'est très possible qu'il y a plus de filles qu'on le croit qui aiment dominer. Tu sais, c'est des paraphilies, c'est des fantasmes. Puis la plus grande paraphilie en termes de statistiques, c'est de se faire dominer. Puis même des fois se faire violer. Mais on vient à l'idée du fantasme qui est pas forcément nécessaire d'être réalisé, j'ai l'impression. Surtout dans ce cas-là. Tu sais, t'aimes l'idée que quelqu'un soit peut-être vraiment intense, vraiment fort, mais ça veut peut-être pas dire que tu veux tout le temps ça. Je sais pas. Il y a une nuance entre j'aime être dominé puis j'ai pas envie qu'il me respecte dans mes limites. Ouais, je comprends. Puis un truc que je vais rajouter à ça, c'est que il y a des filles qui ont effectivement des fantasmes, ou même j'imagine des gars, qui ont des fantasmes de se faire violer, sauf que la différence entre le fantasme et la réalité, c'est que dans le fantasme, ils sont consentantes à ça. C'est qu'ils... Puis ils contrôlent leur fantasme. Exactement. Alors que dans la vraie vie, parce qu'il y a beaucoup de gars qui utiliseraient ça comme un argument. Exactement. Et je trouve ça ridicule parce que la fille, quand c'est son fantasme, elle est en contrôle, elle choisit, elle donne son consentement dans son fantasme, là, mettons. Alors qu'en vrai, non. C'est pas ça n'a aucune logique comme argument. Mais ouais, j'ai oublié ce que tu disais avant. Toi, as-tu déjà vu des pratiques ou as-tu déjà vu des mouvements sexualisés pis t'as fantasmé là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire par mouvement sexualisé? Moi, quand j'ai découvert le concept de twerker, moi, je trouvais ça excitant. Ben, c'est sûr, ouais. Puis ça fait en sorte que j'ai l'impression que notre génération est la génération du twerk, I guess, tu sais. Où est-ce qu'on se dit, il y a comme un culte des fesses qui est omniprésent, qui est peut-être un peu moins présent maintenant, mais qui l'était vraiment beaucoup il y a quelques années. Puis ça a impacté même nos critères de sélection chez certains gars. C'est quand même, moi, je trouve ça très étrange. Ouais. Mais ça, je me suis tout le temps posé la question, c'est-tu vraiment la culture ou c'est-tu naturellement, genre, on est attiré envers? Ah non, c'est 100% la culture. Mais c'est ça, mais comment est-ce que ça fonctionne alors? Pourquoi est-ce que, genre, mettons, pendant les années, je connais pas par cœur, là, mais il y avait des années que c'est plus les fesses, après c'est plus les seins, après c'est plus des formes
plus comme large des formes, puis après c'est plus comme tu disais filiforme qui t'avait expliqué. Fait que comment ça fonctionne comment est-ce que la culture influence notre propre attirance sexuelle? Genre? Ben, j'ai l'impression que c'est vraiment un cycle. Dans le fond, on se base beaucoup sur... Bizarrement, j'ai l'impression que nos critères sont calqués sur les standards physiques des vedettes puis de ce qui nous est exposé. J'ai l'impression que si on est constamment exposé à des modèles minces ou des modèles avec des grosses fesses ou des gros seins, ça va peut-être nous pousser. Là, ce n'est que des spéculations. On est loin d'être on n'est pas des sociologues. On n'a pas les connaissances nécessaires pour établir une conclusion véridique. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une question de cycle. Au début des années 2000, c'était la mode des Q-racing qui s'appelait. C'est que tu mettais tes deux mains comme ça, puis les fesses devaient fitter là-dedans. Puis là, c'est l'opposé complet. C'est l'opposé complet. Mais là, tranquillement, on commence à revenir, j'ai l'impression, à la mode des années 2000 niveau forme et niveau genre de corps qu'on met de l'avant. Donc, c'est très curieux pour moi. Et je pense que, comme je le disais avant de me perdre, puis que mon propos fasse aucun sens, j'ai l'impression que ce à quoi on est exposé va beaucoup impacter ce sur quoi on fantasme. C'est peut-être de là l'intérêt de mettre des modèles avec des corps plus normaux, des corps plus ronds, des corps moins rentrant dans les standards de beauté plus traditionnels. Mm-hmm. Oui, mais t'as mentionné pour les célébrités. Puis après, on se pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que on se base sur le modèle des célébrités, right? Si, mettons, tu vois qu'une célébrité, elle a beaucoup d'admiration des autres, naturellement, tu te dis, OK, s'il y a beaucoup de gens qui aiment cette personne ou qui parlent de cette personne, ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit être nous aussi pour avoir cette admiration, parce que tout le monde a besoin jusqu'à un certain niveau, c'est différent pour tout le monde, d'une certaine admiration ou de voir que les gens l'apprécient. Donc c'est genre ça, je pense que c'est sous-consciemment que tu t'associes genre son corps à moi aussi je dois être comme ça. Mm-hmm. Puis ça pourrait amener le changement justement de mode. Mais on en a parlé il y a quelques jours que Kim Kardashian elle a enlevé ses implants. Ouais. Puis je trouve ça fou. Tu penses-tu que elle essaye de justement commencer, elle, être le début de cette nouvelle mode, ou genre qu'il y a déjà un mouvement puis qu'elle suit? Je pense qu'il y a déjà un petit mouvement un désir d'une femme plus naturelle, plus normale. Tu sais, si t'as des femmes, puis naturellement t'as des glandes mammaires qui font en sorte que t'as des seins plus proéminents que la moyenne, tu sais, je pense qu'il y aura pas de jugement envers ces personnes-là. Je pense que c'est juste que on veut naturaliser le corps. Je pense on est passé par toute une passe où est-ce que c'était très très chirurgie esthétique, surtout dans le monde des vedettes. J'ai peut-être l'impression qu'on est dans un retour du un balancement de ça avec une tendance très naturelle dans les corps. Mm-hmm. Puis je veux juste revenir en fait à TikTok. Moi, les thirst traps, quand j'en vois, parce que quand j'ai commencé à être sur TikTok, c'était le contenu populaire, j'en voyais. Moi, ça me faisait mal filer à propos de mon corps. Ça me donnait vraiment pas une belle image de mon corps. Puis j'ai l'impression que si j'ai filé pas bien par rapport à mon corps, en voyant ça, je dois pas être le seul. Absolument. Et tu veux que je te dise quelque chose qui va peut-être te faire sentir mieux? Quand moi aussi je faisais des thirst traps, c'est que c'est vraiment un angle spécifique avec un zoom spécifique que je mettais pour que mon corps ait l'air exactement comme je veux qu'il ait l'air. Souvent, mettons, je le mettais à un autre angle, puis tout d'un coup, j'ai pas, genre, on dirait comme mes épaules étaient moins larges, ou j'ai moins d'abdos. Fait que genre, c'est vraiment des angles précis avec des zooms, puis même des fois, certains filters. Fait que c'est vraiment, t'en es déjà conscient, là, mais c'est juste pour te rappeler que même moi, que je faisais ces thirst traps-là, c'est pas la réalité, genre. C'est quand je mets des photos sur Instagram, des vidéos, puis ça, je suis ouvert souvent là-dessus, c'est genre, c'est pas comme ça que tu vas me voir tous les jours, mettons. C'est vraiment genre, soit avant ça, je me suis entraîné, j'ai pas bu de l'eau, j'ai pas mangé dans les 4 dernières heures ou 6 dernières heures, ainsi de suite. C'est plein de petits critères-là, mais ça, c'est difficile d'être conscient de ça, mettons. Toi, tu vois des thirst traps, et puis ton cerveau est comme, c'est la réalité. C'est la réalité. Puis si on voit constamment ça, ça modifie l'image corporelle. Mais je trouve que
la seule solution à ça parce qu'eux sont pas wrong de poster ça. Là, ils font ce qu'ils veulent. Genre, ils peuvent. C'est à nous de garder cette conscience-là puis d'être comme, c'est pas la réalité. Puis moi, je suis, dans un certain sens, je suis chanceux parce que j'ai été de l'autre côté aussi de faire ces workshops-là. Fait que je sais que c'est pas du tout la réalité. Puis des fois, je me sentais tellement mal pendant la journée, je filais pas, je pleurais même. Mais là, j'étais comme, non, il faut que je fasse la vidéo. Fait que je m'entraînais quand même puis je le faisais quand même. Puis c'est là que je commençais à savoir que tu devais le faire? Ben, parce que je voulais augmenter ma communauté puis mes followers. Puis être constant sur les réseaux, c'est ça qui aide à grandir une communauté. Je sais pas, moi, sachant que ce que je poste puisse causer de l'anxiété par rapport au corps des personnes qui me suivent, je posterais pas. C'est pour ça que moi, je ne poste rien de personnel sur mon compte, mis à part des projets, parce que j'ai vraiment un malaise à m'imaginer que ce que je poste puisse créer une certaine anxiété à quelqu'un ou que ça puisse donner l'impression que, si je suis pas posté, je vais montrer de quoi j'ai l'air pour de vrai. J'ai pas envie de rentrer dans ce game-là, d'être dans le paraître. J'ai peut-être mon côté punk, mais tu sais, c'est, je sais pas, j'ai pas envie de ça. Je trouve pas que ça a l'air le fun, je trouve que ça a l'air horrible. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis c'est correct pour toi là. C'est même mieux de rester dans la réalité puis pas dans le paraître. Mais c'est pas ta responsabilité de comment eux ils vont se sentir si tu postes une photo de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais ta responsabilité. Si tu dis quelque chose qui va directement les attaquer envers eux ou un groupe de personnes, ça, c'est ta responsabilité parce que c'est de la violence. Mais si tu fais juste poster une photo de toi qui va les rendre insécures, c'est pas ta responsabilité à penser à ça. Tu vois, je trouve pas que tu devrais te mettre de, genre, une honte ou, par rapport à ça. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je trouve que c'est à chacun d'être assez conscient pour nous dire que c'est pas ça la réalité. Ça t'es-tu déjà arrivé? OK, très cru. Non pas de masturber sur de la porn, mais sur un contenu des réseaux sociaux et ou, mettons, sur TikTok. 100%. Ça t'est-tu arrivé aussi? Oui. Je pense que la plupart des pourquoi gars... je me suis isolé dans une chambre d'hôtel pour regarder le vidéoclip? Exact. Je pense pas que c'était juste pour observer les détails, les beaux costumes qu'ils portaient. C'est ça. Je pense pas que c'était ça. La plupart des gars qui sont honnêtes, ils vont sûrement dire oui aussi, là, parce que, je veux dire, ça peut être aussi excitant une fille qui twerk en sous-vêtements sur les réseaux sociaux qu'une vidéo de porn, là, des fois. Fait que, absolument, ça m'est arrivé même beaucoup de fois. Je sais pas, je trouve ça étrange que les réseaux sociaux, à mes yeux, c'est fait pour connecter, pour partager des choses. Mais là, t'es un peu dans le happy land dans ça, là, parce que je veux dire, tu trouves ça wrong? Oui. Ouais? Les personnes font ce qu'ils veulent à la fin. Je vais pas leur dire quoi faire. Juste, moi, je ne suis pas ces profils-là. Non, moi non plus. Mais il y a toute une culture d'admettons, des filles, des super belles filles qui sont suivies par un auditoire monstre, juste parce qu'ils sont, et des super beaux gars aussi, puis même des personnes non binaires, faut pas oublier qu'on est deux hommes hétéros, on parle de notre vision hétérosexuelle, donc il faut pas non plus prendre pour acquis qu'on s'adresse et qu'on parle de tout le monde, on est biaisé naturellement par nos points de vue, mais on n'oublie pas les gens de la communauté LGBTQ+, et les personnes qui diffèrent de l'hétérocentrisme auquel on se soumet en discutant tous les deux. Donc c'est ça. J'ai perdu mon propos. Tu parlais de les comptes qui sont juste suivis par une communauté de monstres. Oui, ça je trouve ça vraiment bizarre. Mais de notre côté, s'ils choisissent de faire ce contenu-là... Mais, je veux dire, il y a des personnes que je connais, ont comme 20 000 personnes qui les suivent, ils ont aucun projet, rien à mettre de l'avant. C'est juste physique. C'est juste physique. S'ils ont choisi de faire ça... Ça sert à quoi, ça? Tu peux vendre après, comme je t'ai dit, tu peux amener cette communauté-là vers d'autres projets que tu vas avoir dans le futur, comme des chansons, whatever, ou des OnlyFans. Ça, c'est un autre monde. Mais ouais, il y a beaucoup de ça. Puis j'ai même souvenir, j'ai travaillé avec une fille qui était magnifique. Elle avait un compte justement comme ça. Elle était suivie par 24 000 personnes. On travaillait dans une épicerie. Puis dès qu'il y avait quelqu'un qui la reconnaissait, elle était caissière. C'était le festival des insultes à la base de salopes puis des termes qui ont pas lieu d'être. Ça m'a tellement troublé de voir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse que
tous les gars, ben, c'est bizarre. Il y a juste des gars qui passent à sa caisse. On est dans une épicerie. Il me semble, il est supposé être équitable, du moins. Mais il y avait juste des gars qui voulaient passer à sa caisse, puis c'était juste des commentaires de même. Puis c'est fou comment on a tendance à distinguer. J'ai l'impression que je parle énormément. Si tu veux me dire ta gueule, dis-le-moi. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression qu'on a tendance à distinguer les réseaux sociaux puis la vraie vie, mais quand les réseaux sociaux se joignent... T'as-tu déjà rencontré quelqu'un qui avait vu tes Thirst Trap? Ouais. Ça se passe comment? Moi, c'était super nice. Moi, je capotais là parce que ça a toujours été un rêve pour moi de rencontrer quelqu'un qui me suit en vraie vie puis de me faire reconnaître. J'étais à Ontario, à une plage à Ontario, puis il y avait une fille qui était comme « Oh my God, c'est toi » puis tout, puis c'était super nice. Ben, aucune insulte, mais je dirais que ça arriverait plus souvent de l'autre côté. Là. Il y aurait plus de double standard. Ah oui, 100%. Là-dedans, oui. Là. Ouais, je verrais pas, mettons, une de mes followers venir me voir me traiter de... de go-go boy. Exact. Ça, genre, j'imaginerais même pas ça. Fait que, alors que pour les filles, c'est quelque chose qui arrive constamment. Genre. C'est définitivement un double standard, mais 100%. c'est quand même très... Moi, je trouve ça bizarre. Moi, je trouve ça... Pour avoir déjà jasé avec quelqu'un qui suivait un de mes podcasts que je ne connais pas, c'est très étrange pour moi. Ah ouais? Oui. Moi j'aime ça pour vrai. Je sais pas. Ouais. Moi, mon premier podcast, un peu de variété, venait de commencer. Puis, j'étais sur Tinder. C'était mon golden age de Tinder. Puis, il y a une fille qui m'a dit « Ah, je sais d'où est-ce que je t'ai vu. T'as un podcast, hein? » J'étais « Ouais. » Puis je savais pas comment réagir. C'est tellement bizarre. Tu me vois tu me vois puis tu me connais pour une infime parcelle de moi-même. Oui. Puis toi, tu la connais zéro. Je la connais zéro. Exactement. Ça, c'est bizarre, c'est vrai. Ça... Puis plus on va grandir dans ce monde-là, plus ça va arriver, là. Mais, ouais. Genre, cette personne-là, puis une fois, pour les célébrités de leur côté, genre, la personne, elle t'idolise. Vraiment, genre. Elle t'idolâtre. Idolâtre, désolé. Pour quelque chose qu'elle a vu comme un petit pourcentage de toi, t'es comme... Puis tu la connais pas. T'as pas peur qu'elle soit déçue quand elle te rencontre? Ben, ça arrive super souvent, ça. J'ai entendu plein d'entrevues avec des célébrités qui disaient, ouais, les gens, on dirait, comme ils disent en général, qu'ils sont déçus quand ils me voient en vrai. Mais en même temps, quand t'es devant une caméra, tu te prépares à ça. Tu mets une énergie différente. Dans la vie de tous les jours, tu peux pas tout le temps être super entertaining, super comme intéressant. Dans la vie de tous les jours, t'as des jours qui sont des moins comme, t'es plus down. Puis si elle te rencontre à ce moment-là, elle va être déçue. Mais, ouais. Je m'en allais vers quelque part avec ça, mais j'ai oublié. J'ai complètement oublié. OK. On va faire un petit moment de silence. Ouais. C'est toujours agréable, ça. Les gens aiment ça dans les commentaires. Le monde aime ça, regarder des moments de silence. Des petits moments blancs. Ah, ça, c'est magique. Moi, en plus, je sais pas quoi poser. Fait que c'est l'heure d'Anne-Marie. Alors, on est maintenant avec notre merveilleuse sexologue, j'ai nommé Anne-Marie. Comment vas-tu? Qu'as-tu pensé de cet épisode? Ça va bien. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir comment vous le voyez. Puis je trouvais ça intéressant, toi, parce que tu as vu les deux côtés, qu'on ait ces deux côtés-là, de pas juste avoir le regard de nous qui regardent les trucs, mais que tu nous expliques un peu, toi, comment tu l'avais vécu aussi. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que ces gens-là sont super confiants, qu'ils sont super bien avec eux-mêmes. Puis finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça. Non, ou même si ça a commencé au début, qu'il avait confiance, ben à un moment donné, tu rentres dans la comparaison naturellement, tu penses à l'opinion de eux qui te regardent, fait que t'es comme vraiment, ouais, c'est pas simple. Mais juste pour les auditeurs qui n'ont pas encore suivi et que c'est la première fois qu'ils écoutent Entre couilles, déjà, bienvenue, chers auditeurs. J'espère que vous avez aimé notre petite discussion. J'espère que vous avez été bandés à un certain moment donné. Eh bien, c'est l'heure d'être encore plus bandés parce que là, on a des notions théoriques. Parce que, Anne-Marie, tu es sexologue. Peux-tu développer un peu qu'est-ce que tu fais ici à discuter avec nous? Quel est ton apport dans le projet? Moi, je le sais, mais juste le réitérer. Ben oui, je suis sexologue. Donc, moi, je travaille, j'ai mon bureau. Je rencontre des gens, des ados, des couples, des personnes seules qui ont des problématiques avec la sexualité. Mais je travaille aussi avec Nouveau Cadre.
Donc, je suis la sexologue de Nouveau Cadre. Donc, je vais avec les animatrices dans les écoles, puis on fait les ateliers d'éducation à la sexualité au secondaire. Puis, on va commencer bientôt probablement au primaire aussi. Yeah. Nouveau Cadre, le monument de la culture sexuelle au Québec. Oui. Donc, on avait une couple de questions pour toi parce que, comme tu peux le voir, on se pose plein de questions. On tire parfois des conclusions, des fois à tort, des fois à raison. Puis là, c'est l'heure de tirer des vraies conclusions. Fait que... Vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est commun que des gens voient du contenu sur TikTok qui parle, mettons, d'une certaine technique, un peu comme je l'ai élaboré plus tôt, puis que ça impacte leur rapport à la sexualité? Dire que c'est commun, honnêtement, je pourrais pas dire. Je ne sais pas si c'est commun, mais c'est vrai que ça peut impacter la sexualité. Puis je peux le voir même dans mon bureau, où est-ce que les gens se comparent beaucoup, comme tu disais, tu sais, ou prennent des trends, ou puis les algorithmes, c'est ça que ça fait. Tu l'expliquais tantôt, quand tu regardes une vidéo, ben TikTok va te proposer souvent le même contenu, fait que ça peut donner l'impression que c'est ça la norme. Fait qu'il y a ça, puis ça va venir influencer, puis les gens s'en rendent pas nécessairement compte. Fait qu'ils vont essayer de reproduire, puis toi, tu l'as dit, c'était peut-être pas finalement à ne pas faire parce que l'autre a pas la même réaction que la fille sur TikTok. Non. Fait que, mais la comparaison que je peux faire, c'est un peu qu'est-ce qu'on parlait dans un autre podcast par rapport au porn. C'est un peu le même concept parce que c'est avec des gens plus vrais, mettons, qui font des TikTok, mais finalement, c'est le même concept que la porn. On vient sexualiser quelque chose, on rentre dans un trend, quelque chose qui est pas la réalité. Puis là, ce qui est plus problématique avec la porn, c'est que c'est vraiment accessible. Mm-hmm. Tu sais, sur TikTok, il y a du monde qui scroll là toute la journée. Là. Et une autre problématique, c'est que dans la porn, jusqu'à un certain... Tu sais, t'es quand même conscient que c'est fake. Ouais. Alors que TikTok, c'est la réalité. Mm-hmm. C'est une vraie personne qui parle de sa vraie expérience. Ou c'est ce que tu penses. Donc, tu te bases plus comme... Tu prends ça comme la vérité. Ouais. Puis moi, je me souviens, des fois, je me dis, waouh, elle est tellement belle, puis la croisée, elle calme. Puis me dire... C'est pas si bien que ça. Ben, finalement, il y avait une coupe de filtre. Ouais, mais c'est quand même particulier de voir ça. 100%. Moi, je trouve que ça établit un rapport fucked up à notre sexualité, puis je sais pas. Est-ce que je suis le seul à trouver que c'est bizarre? Ben, dans le sens, qu'est-ce que tu veux dire bizarre? Ben, dans je sais pas, sens, de l'entrée puis d'avoir une fenêtre sur la vie de quelqu'un ou qu'une personne puisse offrir une fenêtre sur ce qu'elle désire montrer, puis qu'il puisse avoir des centaines de milliers de gens qui voient ça. Moi, je trouve que c'est quand même un peu étrange quand c'est ce genre de contenu-là, parce que en soi, je suis sûr que ça a des impacts au même titre que la porn a des impacts sur nos comportements. Ben, je sais pas si c'est bizarre ou triste. Dans le sens où... C'est bizarrement triste. C'est bizarrement triste. Mais c'est dans le sens que c'est justement le problème. C'est pas nécessairement que ce contenu-là existe. C'est qu'on n'est pas capable, comme tu disais, de faire la différence que c'est pas la réalité. Parce que rendu là, à la limite, so what, tu sais. Ça ferait quoi, tu sais, que ça soit là? Ben, ça serait pas problématique si la personne qui le regarde avait un regard critique, pouvait dire, ben, c'est pas la réalité. Puis c'est se questionner aussi parce que les thirst traps, c'est un peu ça. C'est la plupart du temps, les gens font ça pour augmenter puis booster la confiance en soi parce que ça vient des deux côtés. Le thirst, la soif, c'est la soif de reconnaissance de ses followers. Puis l'autre côté, c'est la soif de voir ce contenu-là. Fait que les deux ont un besoin derrière. Fait que si, justement, tu le fais pour avoir cette reconnaissance-là puis booster, comme tu disais, l'estime de soi est pas basée là-dessus. Ça va être bon sur le moment. Après ça, ça se peut que tu te sentes aussi vite qu'au début, tu sais. Ah ouais. Fait que, mais si tu le fais parce que t'aimes ça, mais qu'à côté, ton estime de toi est basée sur d'autres choses, puis c'est pas juste basé là-dessus, ben rendu là, il y en a pas de problème, tu sais. Fait que c'est plus à ce niveau-là, moi, je trouve que ça vient de Mais j'ai le sentiment que ça doit être plus commun que c'est quelqu'un qui fait ça dans le but de bâtir un peu sa confiance en soi. Parce que, d'une façon super rationnelle, puis ensuite, je vais procéder à une explication de ce qu'est un thirst trap. D'une façon super rationnelle, si je suis super confiant avec qui je suis, puis de quoi j'ai l'air, puis mes projets, je vais pas sentir le besoin de me servir de mon corps pour Mais ça dépend des gens, je pense. pense. Du moins, dans mon cas, je vais pas le sentir, je vais pas sentir ce besoin-là d'exposer mon corps à des inconnus. Oui, mais après ça, ça t'aide à grandir ton projet sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Et si t'es confiant avec ton corps, pourquoi ça te dérangerait de faire ça? Ouais.
j'ai juste pas une vision de comment faire grandir mon auditoire de cette façon-là. Okay. Mais je comprends comment il pourrait y avoir des gens qui ont cette perception-là. On va juste mettre les choses au clair tout de suite. C'est quoi un thirst trap? Parce qu'on a conscience qu'on en a parlé maintes et maintes fois dans cet épisode, puis ça n'a pas été mis au clair précisément c'est quoi ce concept-là. Dans le fond, c'est un concept qui est apparu à peu près il y a quelques années, particulièrement avec l'arrivée de TikTok, que c'est des personnes qui vont un peu capturer notre attention en montrant leur corps ou en montrant des aspects, des caractéristiques physiques qui sont considérées comme attirantes devant la caméra. Tout ça dans le but d'avoir un auditoire puis d'attirer leur attention. Ouais, 100%. Et c'est pas tout le temps juste le corps. Il y a aussi une partie, ça peut juste être séduisant, comme tu disais. Puis peut-être juste des expressions faciales ou juste quelque chose qui peut attirer ton attention par la séduction, je dirais. Ouais, c'est comme ça que je des fois, des fois, c'est très subtil, là. Ça va être, mettons, ça peut être des photos, mais ça peut être quelqu'un qui se prend en photo avec son café du matin, mais avec la chemise qui dépasse, puis l'épaule, puis le regard séducteur. Basically, c'est sa routine du matin, mais en arrière, il y a comme ce côté de séduction, là. Parce qu'on essaie d'attirer l'œil. Fait qu'est-ce que le thirst trap, ça vient de super longtemps, à partir du moment où on a pu se mettre en valeur, puis se mettre en vedette dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'à partir du moment où on a pu faire ça, les thirst traps ont en quelque sorte apparu? Ben, c'est pas très clair, là, mais ça sera depuis à peu près 2011, mettons, qu'il y a comme cette tendance-là qui se fait. Wow. Mais c'est vrai qu'avec l'apogée, mettons, de TikTok, puis là, on est de plus en plus sur les réseaux sociaux, là, on le voit de plus en plus. Mais tu sais, vous parliez tantôt que c'est vendeur. Le sexe, c'est vendeur. Depuis toujours. Tu sais, il y a souvent des publicités où est-ce que ça leur pas, il y a rien à voir avec la sexualité, mais on met une fille sexy dedans. Parce que le sexe, ça vend. Puis, si je peux même seconder, on fait ça parce que on désire faire une liaison en termes de sens. Que, admettons, un yogourt, tu mets une belle fille, ça associe les deux images ensemble, puis ça crée un lien dans la tête du consommateur. Donc, c'est ça qui se passe, c'est qu'on met des personnes attirantes parce que ça captive l'œil puis ça permet de faire des liaisons. Fait que, mettons, tu veux un parfum, tu vas mettre quelqu'un d'extrêmement séduisant ou qui a l'air d'être un businessman ou une business girl, quelqu'un qui prend soin de ses choses puis qui a du succès. On va faire une association de ça. Puis aussi, ce que ça envoie comme message, c'est « Hey, toi qui utilises ce produit-là, tu es cette personne-là. » La représentation qu'on te présente, c'est pas un top modèle, c'est juste quelqu'un, c'est un client qui utilise le parfum. Mais évidemment, on glorifie ça puis on monte ça d'une façon à ce que ce soit quelqu'un de super beau, de rentrer dans les cadres de beauté traditionnels. Mais le but derrière ça, c'est juste de dire « Hey, regarde, en prenant ce produit-là, tu vas être comme ça. » Ça c'est parce qu'il est en communication. Ouais. Exactement. Exactement. Mais c'est ça, mais c'est quoi qui est... Parce que il y a aussi en ce moment ce mouvement qui commence à inclure de plus en plus du monde qui ont des corps différents et tout, qui des fois sont pas considérés dans les critères de la société comme le corps le plus beau. Mais c'est quoi qui amène ces critères-là de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est pas beau? Pour vrai, là, bien honnêtement, même moi, je me pose la question. Okay. Ouais. Puis c'est quand même difficile à déterminer parce que c'est vrai. Puis quand vous m'aviez parlé du sujet, puis vous m'aviez dit un peu c'était quoi que vous vouliez voir, puis vous m'aviez demandé cette question-là, je me suis même, moi, demandé, pour vrai, c'est quoi? C'est vrai. Puis en analysant, c'est vrai qu'il y a des tendances, puis là, on voit que ces tendances-là reviennent, puis c'est back and forth, finalement. J'ai moi-même de la difficulté à voir c'est quoi. Je pense que ce que vous avez nommé tantôt, ça fait du sens, là, à quoi qu'on a accès. Les célébrités, les personnes connues, qu'est-ce qu'ils mettent, eux, de l'avant. Puis là, c'est vraiment une opinion très personnelle. J'ai comme l'impression que c'est souvent dans les extrêmes qu'on va. Tu sais, c'est souvent soit les filles filiformes, pas de forme du tout, ou la fille avec vraiment beaucoup de forme. C'est rare. En tout cas. Mais le tout en restant dans des, tu sais, la fille qui a vraiment beaucoup de forme, admettons, on prend les Kardashian dans les années 2010. Ça, c'était ça, mais ça existe, bon, qui ont plus de forme que ça. Ça existe des personnes qui sont catégorisées comme grosses, mais qui sont pas mises de l'avant, alors que, tu sais, c'est quand qu'on va être rendu à cet extrême-là? À un extrême qui est réaliste. Parce qu'on veut les plus gros, on veut plus de forme, mais on veut plus de forme, mais tout en restant mince et svelte. Ça mène à un sujet qu'on n'a pas abordé, le fait que ça met des idéaux qui sont pas atteignables. Moi, sur ça, j'ai pas grand-chose à dire, là, parce que même moi, je me questionne de où ça... Parce que après ça, ben, si tu check
les trends pendant les années, c'est tout le temps soit forme, pas forme. Mais ça a rarement été des personnes qui ont plus de poids, par exemple. Fait que est-ce que ça c'est vient dans d'une notre société occidentale là, aussi. OK, c'est ça, je me dis. Est-ce que ça aussi, c'est de la culture ou est-ce qu'il y a un élément naturel à ça qu'on est attiré vers des personnes en forme? Ça, c'est là où que je me questionne. Ben, moi, ce que je trouve qui est problématique, c'est juste que, dans le fond, dans mon monde de pouliche avec des licornes, là, ce qui serait l'idéal, ce serait juste de l'acceptation de son propre corps. Comme d'être bien, d'apprendre à être bien avec ce que j'ai, au lieu de prôner, mettons, cette forme-là ou ce type de corps-là, c'est ça l'idéal. C'est juste d'apprendre à c'est quoi mes atouts, c'est quoi que j'ai, comment accepter ce corps-là, tu sais. Puis ça arrive jamais on essaye de l'amener l'acceptation du corps, mais même dans l'acceptation du corps, des fois, il y a comme un modèle particulier, tu sais. Mais ça, c'est compliqué comme Mais sujet. On pourrait avoir un épisode au complet là-dessus. J'ai l'impression que l'acceptation du corps, ça va venir à travers, encore une fois, c'est ce à quoi on est exposé. Ben, je pense que oui. Comme, je pense pas que c'est pour rien qu'Occupation Double a des personnes, dans les dernières années, on essaie d'utiliser des tokens avec des tokens, des personnalités ou des personnes qui ont des corps moins typiques d'Occupation Double parce qu'on voulait exposer aussi, hey, tu vois, Julie est super belle. Elle est vraiment super belle. Mais elle est pas filiforme comme d'autres personnalités. L'affaire qui est plate, c'est qu'on veut pousser à l'exposer. Puis, mettons, on prend l'exemple d'Occupation Double. Les personnes qui ont un surplus de poids ou qui sont plus en embonpoint, ils vont se faire mettre dehors rapidement. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on veut mettre de l'avant la diversité du corps. Puis, moi, je suis de ce bord-là, je veux que ce soit ça, mais j'ai pas l'impression qu'on a encore trouvé de jeu ou de façon de mettre de l'avant ça de façon saine. Mais c'est compliqué, puis tu sais, là, on parle d'Occupation Double, on pourrait en parler bien longtemps, mais c'est sûr que tu prends une personne qui va pas cadrer dans le moule, puis tu la mets dans un moule. Ouais. Probablement que ça se peut que la personne qui est dans le moule, ben, elle va avoir tendance à être attirée par des personnes. Tu sais, il y a aussi l'attirance pis tout ça. Fait que je trouve qu'on essaye, mais en même temps, c'est bancal un peu. Là. Fait que oui, tu sais, puis c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est très cadré tout le temps. Puis là, encore là, on joue avec les algorithmes. Tu sais, c'est difficile de vouloir changer cette tendance-là quand c'est même pas nous autres qui a le contrôle dessus. Finalement, tu sais, tant que ça. Puis personne n'a vraiment de contrôle là-dessus. Mais non, c'est ça. C'est un peu difficile de comme vouloir changer ça. Tu sais, ça serait vraiment un très gros combat à faire. Fait que je pense que l'angle à prendre pour pouvoir réussir à changer ça, c'est peut-être juste de s'éduquer puis de prendre conscience, comme tu disais, que c'est pas la réalité puis d'être capable de faire ce travail-là pour nous-mêmes. Comment les thirst traps puis le contenu comme ça qui a pour but de capturer un peu l'attention en montrant l'image la plus esthétique, la plus belle. Quel impact que ça a sur les gens? Sur leur vision de leur corps? Ben, un peu comme, tu sais, toi, tu disais tantôt, tu regardais ça pis t'étais pas bien, ça te faisait sentir mal par rapport à ton corps. Parce que, comme on disait, c'est comme Daniel disait, on a l'impression que c'est des gens de la vie de tous les jours, fait qu'ils reflètent ce qu'on voit en général. Fait que là, t'as l'impression que toi, tu fites pas là-dedans. Tandis que la personne, elle a pris du temps à placer la caméra dans le bon angle. Elle a pas mangé pendant 6 heures. Excuse-moi, c'est pas la réalité. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Fait que là, t'as l'impression de pas fitter. Mais il y a un truc que je veux dire là-dessus, par exemple. Là, après ça, moi, je pense tout de suite à, OK, mais mettons, t'es à la plage. Ouais. Ça, c'est la réalité, mettons. Ouais. Puis tu vois, un autre gars qui a un corps que tu trouves qui est beau et que tu t'aimerais avoir ce corps-là, mais en ce moment, tu l'as pas. Là, c'est une question, je veux dire, oui, le problème avec les réseaux, c'est qu'ils changent un peu, genre, à cause des filters puis à cause des angles, ils changent la réalité. Mais ce problème-là, il est là dans la réalité aussi. Ouais. Et c'est là que, genre, je me questionne, mais est-ce que c'est... Comment expliquer? Pourquoi est-ce que naturellement, on verrait un gars puis on trouve que son corps est beau et qu'on veut avoir ce corps-là? Est-ce que ça, c'est la culture ou est-ce qu'il y a une partie que, je veux dire, c'est aussi naturellement une personne plus en forme, ben c'est plus attirant? Moi, je pense que c'est 100% la culture. Parce qu'il y a des cultures, il y a des cultures qui trouvent que le standard de beauté le plus beau, c'est des femmes rondes. Parce que ça représente quelque chose. Okay. Ça représente, à ce moment-là, c'est des pays assez pauvres, souvent, fait que l'abondance,
ce que tu représentes. Puis c'est ancré chez eux comme des hanches plus larges. C'est attirant pour eux. Mais pour nous, c'est peut-être pas les mêmes critères. Donc, mais ce que je voudrais aussi rajouter, c'est moi, le phénomène de j'avais comme 8 ans, je voulais pas aller dans les sorties glissade d'eau ou à la plage au primaire parce que j'avais un petit ventre puis je me disais faut que j'ai des abdos. Mais j'ai 8 ans. Je suis pas supposé avoir des abdos, j'ai encore ma bedaine d'enfant, je fais 4 pieds 8 comme je suis pas encore mon corps n'est pas encore développé totalement, mais déjà à ce moment-là, on m'avait martelé des images de beauté puis de ce à quoi ça a l'air un beau gars. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être naturel aussi, juste de quand t'es jeune, tu te compares beaucoup parce que tu veux savoir c'est quoi qui est normal. Mais je sais pas, j'ai le feeling que dans tous les cas, se comparer à ce point-là, c'est pas quelque chose qui est super sain. Non, tu sais, t'as raison dans ce que tu dis. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont l'impression de pas fitter, vont éviter certaines activités ou interactions sociales parce que c'est trop confrontant puis ils sont pas bien avec eux-mêmes, tu sais. Puis ça, c'est parce qu'on se compare à ce qui est supposé d'être régulier. Puis t'as raison aussi, dans certaines cultures, les standards sont vraiment ça, c'est intéressant. différents. Ouais. Mais le pire, c'est que j'étais pas dans le bon point. J'étais juste normal. Mais dans ma tête, j'avais un problème avec mon corps puis je me trouvais gros. Puis encore à ce jour, je fais un petit peu un combat des fois à me regarder dans le miroir puis être comme, OK. Puis je suis en forme, mais je me dis, tant que j'ai pas les abdos découpés saillants, au fond de moi, je me dis, je suis pas en forme, je filtrerai pas. C'est profond. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après ça, je veux savoir vraiment ce que t'en penses toi aussi, là. Mais, et où la barre de genre, si t'as des standards de même sur toi-même, pourquoi pas, au lieu de mettre autant d'efforts pour essayer d'accepter la manière que t'as l'air en ce moment, pourquoi pas mettre plus de l'effort pour t'entraîner, pour avoir l'autre corps, genre. Puis là, tu vas avoir autant confiance que si tu t'acceptes là. Est-ce que je vais vraiment avoir confiance ou je vais juste avoir le goût de plus? Man, ça, c'est pour toi, mais moi, je sais, par exemple, que si je me set un but, quand je work pour atteindre ce but-là, j'ai confiance dans mon corps quand je l'ai atteint. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que c'est la même chose, par contre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça revient un peu à ce que tu disais. Ouais, vas-y donc. Quand je vais avoir un beau corps, je vais me dire, c'est beau. Comme, c'est pas parce que je trouve ça beau que c'est un objectif pour lequel j'ai envie de travailler. Tu sais? Ouais, mais pourquoi? Ok, je comprends. Mais c'est ça là-bas, la ligne que je parlais. Pourquoi est-ce que t'aurais pas envie nécessairement? Parce qu'en t'entraînant, ta santé va mieux. T'es plus en forme comme même mentale. Fait que la barre est vraiment genre, pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui se force autant à s'accepter comme ils sont exactement là, alors que tu peux t'accepter pendant aussi que tu t'entraînes vers le corps que tu veux avoir? Tu peux t'entraîner puis quand même avoir il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ton corps va être d'une certaine forme, que ton corps il est pas super malléable non plus. Il y a certaines personnes qui ont une structure osseuse particulière. La plupart des personnes qui sont grosses sont pas grosses parce qu'ils mangent beaucoup, c'est à cause de la génétique. Donc, je pense le but de travailler sur soi puis vouloir accepter son corps comme il est, c'est de dire, écoute, je regarde un corps avec des abdominaux extrêmement découpés, super alignés. Moi, quand j'ai vu mes abdos, ils sont pas alignés, ils sont pas pareils, je peux pas me fixer un objectif. Fait que autant juste aimer la personne que je suis au plus profond de moi, puis le corps va venir avec. Si je suis bien dans ma tête, je vais voir mon corps mieux, puis ça va me donner le goût en plus de m'entraîner, puis c'est un bon point, puis de travailler, puis de me développer. Ouais. Moi, j'ai commencé à m'entraîner à partir du moment où j'ai commencé à prendre soin de moi. Exactement. J'ai commencé à m'entraîner fin secondaire parce que je me disais, OK, là, j'ai commencé à prendre soin de ma peau, je prends des médicaments contre l'acné, etc. Puis là, ça développe cette mouvance-là de, OK, je prends soin de moi, puis là, j'ai le goût de continuer, de faire du sport. T'as raison aussi, là. Tu sais, ça se peut que j'ai juste envie d'atteindre ça parce que je trouve ça beau. Faut juste toujours penser à pourquoi j'ai besoin de faire ça. Un peu comme tu disais tantôt, tu sais, que j'avais vraiment l'air d'avoir confiance en moi, mais ça boostait juste mon ego. Fait qu'au final, tu te sentais pas mieux. Fait que puis là, comme je disais tantôt, il y en a peut-être qu'ils vont
c'est pas pour leur ego, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils font ça parce que ça leur fait du bien, puis ça leur flatte, puis tant mieux, mais à côté, ils vont être très chill avec ça. Fait que tu sais, c'est toute une question de chaque personne, c'est de se questionner pourquoi j'ai autant besoin de faire ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont tomber dans le je vais le faire, puis je serai jamais satisfaite. C'est là que ça devient problématique. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci beaucoup, Daniel. C'est la fin de cet épisode d'Entre Couilles. N'oubliez pas d'acheter vos jouets, de vous masturber de façon économe avec le code COUILLE15 sur Eros et compagnie. Sur ce, à la semaine prochaine.